c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à un diplomate. Vous ne pouvez pas demander à l'ambassadeur de Belgique au Congo de lancer des appels, d'aller directement au contact de la population. Lui, il est là formellement pour représenter l'État belge au regard des autorités congolaises, qui sont les autorités congolaises légitimes au regard du droit international. Toute autre action de la part d'un diplomate serait assez mal perçue. Je pense qu'on apprécierait, pour prendre un exemple qui parlera plus aux Belges qu'aux Congolais, on apprécierait qu'assez modérément en Belgique que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aille sympathiser avec les représentants du Vlaams-Belang. Que sur le plan démocratique, j'entends aujourd'hui une expression, tout parti confondu, d'aller vers des élections qui soient aussi transparentes, aussi libres, aussi démocratiques que possible, même s'il faut peut-être avoir un petit curseur en ce qui concerne le délai. Je ne pense pas qu'il faille s'enfermer dans des dates. Je pense qu'effectivement, pour un pays qui a les potentialités en matière de richesse économique, industrielle, environnementale qu'a le Congo, il y a probablement eu une petite régression. Je pense aussi que c'est lié aux tensions qui ont animé la région et que probablement ce qu'on a connu en Ituri, les tensions aussi entre le Rwanda et le Congo, la présence quand même de milices qui n'étaient pas composées que d'enfants de cœur dans une partie d'un État souverain, a incontestablement créé des tensions. Donc je crois qu'il faut à la fois avoir la volonté d'accompagner un processus démocratique plein et entier en favorisant par notre expertise et par notre apport financier aussi l'organisation d'élections libres, mais en prenant également en compte les difficultés importantes dans un État aussi immense que le Congo, qui peuvent être liées à la présence sur votre territoire de troupes étrangères ou de milices étrangères plus ou moins instrumentalisées par des États voisins. Vous savez, si on devait connaître une situation analogue en Belgique, je pense que les responsables politiques belges seraient en grande difficulté que de voir des parties entières de leur territoire échapper même au contrôle des autorités congolaises légitimes. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Mais moi, je pense que, là encore, ce sont des dossiers dans lesquels la communauté internationale peut venir en appui à des initiatives qui sont prises par les États africains eux-mêmes. Je pense qu'il y a une structuration qui est aujourd'hui beaucoup plus forte au niveau de la communauté de l'Afrique du Sud-Est. Je pense que l'Organisation de l'Unité africaine pourrait peut-être être plus active. J'ai parfois quelques réserves quant au rôle que l'Organisation des Nations Unies joue en Afrique centrale. Mais incontestablement, si les États qui ont une tradition, je dirais, de partenariat avec l'Afrique centrale, je pense à la Belgique, la France peut-être s'est un peu disqualifiée, notamment dans le dossier rwandais, certainement la Grande-Bretagne, les États-Unis aussi qui ont parfois été le grand absent de la scène africaine. Si tous ces pays-là acceptaient de mettre leurs efforts ensemble pour aller expliquer aux dirigeants africains cette nécessité de réconciliation nationale et surtout, me semble-t-il, cette intangibilité au regard du droit international des frontières, mais je pense que là, on pourrait faire œuvre utile, mais c'est vrai que c'est difficile dans des pays qui n'ont pas, comme vous le disiez, une grande tradition démocratique, qui ont vécu ces dernières années des événements extrêmement violents. Pesons notre mot, ce qui s'est passé au Rwanda était un génocide, et donc je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de fractures, de blessures qui vont encore mettre du temps à se cicatriser, mais je pense que les autorités politiques du monde occidental peuvent avoir un rôle de facilitateur. C'est en tout cas ce à quoi la Belgique a toujours souhaité s'employer. L'erreur que nous avons commise en Belgique, ça a été de régionaliser la délivrance des licences d'exportation d'armes. Je pense que si on considère que la politique d'exportation d'armes, même si elle est liée au commerce extérieur, est aussi une composante de la politique étrangère d'un pays au sens large, il eût été logique de garder la décision finale en matière de délivrance de licences d'exportation au sein du gouvernement fédéral. Ça ne s'est pas fait à l'époque pour des raisons historiques. Il y a eu des tensions gouvernementales importantes dans une licence d'exportation de munitions ou d'armes, je pense, de fusils mitrailleurs, effectivement, au Népal, qui a induit la démission d'un ministre à Galef du gouvernement belge fédéral. Et on a décidé de renvoyer les décisions en la matière aux régions. C'est une mauvaise formule. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez demander au bourgmestre, par exemple, pas de Bruxelles, mais de Kinshasa, avec votre expérience? Comment
parlez-vous de la gestion des affaires publiques au sein d'une commune? D'abord, je ne pense pas qu'on puisse comparer de par la taille une ville comme Kinshasa avec une commune comme Anderlecht. Ce que je crois, c'est qu'on peut continuer à mener un certain nombre d'actions de partenariat, comme on l'a fait ces dernières années entre la région bruxelloise, qui est comme une entité d'un petit million d'habitants, et des villes comme Kinshasa. Moi, j'ai été pendant quelques années ministre-président du gouvernement bruxellois. Il y a plusieurs ministres de mon gouvernement, le ministre de la Propriété publique, qui ont eu des échanges avec Kinshasa. On a eu des livraisons de camions poubelles qui n'étaient plus utilisés ici. Le ministre des Relations extérieures, à l'époque, a noué des contacts avec les autorités de la ville de Kinshasa. Donc je pense que ces accords de partenariat, il faut continuer à les maintenir. Je pense qu'au niveau local, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'une petite commune, une petite commune, à l'échelle belge peut-être pas, mais comparée aux critères congolais, c'est une petite commune de 100 000 habitants, doit faire des choix. Et donc les choix, très honnêtement, qui ont été faits en matière de liens bilatéraux en termes de politique nord-sud l'ont été avec un certain nombre, avec une commune en Bolivie d'une part et avec une commune au Maroc d'autre part. Aller au-delà, nous n'en aurions tout simplement pas les moyens financiers. Mais je pense que les actions de sensibilisation, notamment au développement, notamment à la coopération avec l'Afrique subsaharienne, ça se mène au quotidien. On a un échevin qui est spécifiquement chargé des relations nord-sud, mais ne nous demandez pas, nous, d'endosser petite commune d'Anderlecht, ce qui peut être mené à l'échelle d'une région, voire d'un État fédéral, voire de l'Union européenne. Je ne demanderais pas mieux, mais alors qu'on multiplie les dotations budgétaires qui sont octroyées à ma commune. Mais c'est ce que je vous disais, c'est donc, je pense que ce genre de contact se fait, mais vu la taille, par exemple, d'une ville comme Kinshasa, je pense que c'est plutôt au niveau régional que la coopération doit se mener, parce que je crois que ce sont, quand je dis qu'il y a des collaborations nord-sud qui se font dans les communes bruxelloises, ce sont très souvent des micro-projets en matière d'assainissement d'eau, en matière de prêts de matériel scolaire, donc c'est vraiment quelque chose de très localiste. Je pense que, vu la nécessité de créer des économies d'échelle avec les grandes villes congolaises, ça doit se faire à l'échelle de la région bruxelloise. Et je pense que, plus dans la majorité au niveau régional, mais je pense que le gouvernement bruxellois actuel de M. Piquet a la volonté de poursuivre l'action en matière de collaboration avec le Congo notamment, qui avait été initiée par mon gouvernement.